Parlons de Cléopâtre VII, la dernière des Ptolémées. Très représentée dans les médias contemporains, vue comme une femme fatale ou un objet de débat, connaissez-vous la vraie Cléopâtre ou le personnage de fiction qui l'a remplacée? Car il ne faut pas attendre l'époque contemporaine pour que l'image de la reine soit quelque peu déformée. Alors laissez-moi vous parler du destin de la dernière des Ptolémées. Crevons dès le début l'abcès. Cléopâtre, noire, blanche, métisse, rousse. Eh ben on n'en sait fichtre rien. On sait que son père Ptolémée XII est un descendant d'origine macédonienne de la lignée des Ptolémées. Une lignée qui a très souvent tout fait pour préserver ses origines, quitte à être consanguin. Mais bien qu'on connaisse son père, c'est la mère de Cléopâtre qui pose problème. Était-ce une noble d'origine macédonienne? Était-ce une concubine égyptienne? On peut rien déclarer avec certitude. La seule chose qu'on peut interpréter, c'est que Cléopâtre ne s'est jamais vantée de ses origines maternelles, alors que son surnom en tant que reine, c'est Cléopâtre Théa Philippator, qui aime son père, mettant ainsi en avant ses origines paternelles. Donc le plus probable est qu'elle soit d'origine macédonienne par son père et que sa mère ait été une concubine du roi. Après, savoir à quoi ressemblait cette dite concubine, on n'en sait rien. L'Égypte, à l'époque de Cléopâtre, n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été. Elle est depuis Ptolémée VI, après les grandes guerres civiles, dans un état terrible, qui finit par voir le pouvoir romain s'immiscer en son sein. Le coup fatal à l'Égypte est fait lorsque Ptolémée XII est contraint de fuir Alexandrie à cause d'une révolte massive anti-romaine. La famille royale se déchire, Cléopâtre VI, femme de Ptolémée, est laissée avec ses 2 filles sur place et meurt peu de temps après sa fuite. Et la grande sœur de Cléopâtre, Bérénice IV, décide de mener la rébellion et prend le pouvoir face à Rome. Ptolémée XII vient supplier et implorer le Sénat de lui venir en aide et de ne surtout pas reconnaître Bérénice comme reine d'Égypte. À ce stade, c'est presque devenu une habitude que les Ptolémées fassent l'aller-retour entre Alexandrie et Rome. Comme des vassaux rendant compte à leur roi, ils viennent implorer son aide. Ptolémée VI et VIII, en leur temps, n'hésitèrent pas à appeler le Sénat à régler les problèmes de l'Égypte, ne rendant que plus heureux les Romains de pouvoir ainsi petit à petit devenir les grands arbitres de tout conflit en Égypte. Mais Rome n'est pas un arbitre facile. Heureusement pour lui, Ptolémée est venu avec de nombreuses richesses, lui permettant d'acheter le soutien militaire du Sénat. Il n'y va pas de main morte au point de complètement se ruiner, l'obligeant ainsi à emprunter auprès des riches familles romaines. Ce n'est qu'en 55 avant Jésus-Christ que Ptolémée revient en Égypte accompagné du consul de Syrie, Aulus Gabinius, proche d'un des hommes les plus importants de Rome, Pompée. Pompée subtilement parvient à faire signer un traité à Ptolémée XII en jouant sur sa situation désastreuse. De ce fait, l'Égypte est dans la poche de Pompée en changeant son statut en état client de Rome. La reconquête est brutale et rapide. La rébellion est écrasée par les légions et Bérénice est faite prisonnière. Ptolémée XII, sans hésiter, fait exécuter sa propre fille immédiatement. Cléopâtre n'a alors que 14 ans lors du retour triomphal de son père et la mort de sa sœur. Son père qui, entre-temps, est devenu le petit protégé des Romains. Bien que jeune, Cléopâtre voit très bien les faiblesses de son royaume, ainsi que la toute-puissance des Romains qui s'installent militairement en Égypte pour protéger Ptolémée XII. Et par la mort de sa sœur, elle est désormais l'héritière directe du royaume d'Égypte. 3 ans plus tard, en 52 avant Jésus-Christ, Ptolémée la fait monter sur le trône alors qu'elle n'est âgée que de 17 ans. Cléopâtre devient alors reine d'Égypte. Elle est divinisée, comme le veut la tradition, et se choisit un surnom divin, car dans l'Égypte ptolémaïque, les rois et reines sont plus des dieux rois et des déesses reines, affirmant leur autorité par un statut divin que chacun cherche à établir de façon concrète au travers de lieux de culte, des rites dédiés au nouveau dieu d'Égypte. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la société égyptienne voit 2 cultures se rencontrer, la culture des Égyptiens, mais aussi la culture grecque. Cela implique de satisfaire les 2 quand on devient roi d'Égypte. Cléopâtre caractérisera son règne par la gestion de cette biculturalité, dans le but de servir ses intérêts politiques tout en satisfaisant les Grecs et les Égyptiens. Par exemple, Cléopâtre devient pharaon d'Égypte, mais en même temps Basilia d'Égypte. Son surnom divin est transcrit en grec, Théa Philippator, et en égyptien, Netchelet Merites. Lorsqu'elle s'identifie à une divinité, elle s'identifie à Isis, mais aussi à Aphrodite. Tous ces exemples sont pour vous montrer
que Cléopâtre cherche ainsi à se créer une légitimité double, lui permettant de jouer sur les deux faces d'une même pièce, adaptant ainsi son discours selon la cible à qui elle s'adresse. Elle souhaitait aussi affirmer son statut de déesse vivante, car pour le peuple, Cléopâtre a du sang royal et divin de par ses ancêtres dans ses veines, justifiant sa position de reine d'Égypte. Le double discours n'est pas une invention de Cléopâtre, sur le point que tous les documents officiels sont depuis longtemps rédigés dans les deux langues du pays. Le plus bel exemple de cela étant la pierre de Rosette, rédigée par des prêtres à Memphis en hommage à Ptolémée V. On retrouve l'égyptien tout en haut, au centre l'égyptien parlé par le peuple, et enfin la version grecque, montrant une nouvelle fois l'importance de la biculturalité et du respect des deux cultures dans le royaume d'Égypte. Ptolémée XII meurt en 51 avant Jésus-Christ, et dans le même temps, Cléopâtre, dans le respect des traditions, épouse son frère Ptolémée XIII qui a 11 ans. Le mariage se fait en 50 avant Jésus-Christ. Le couple royal prend alors le surnom divin de Theoi Philippator, Dieu qui aime leur père. Alors âgée de 18 ans, Cléopâtre voit le chemin se dégager devant elle pour gouverner l'Égypte seule, car bien évidemment Ptolémée XIII, âgé de 11 ans, ne dispose clairement pas d'une assez grande expérience pour diriger l'Égypte. Sauf qu'un problème inattendu vient chambouler les plans de Cléopâtre. Ce chamboulement, la cour a elle aussi remarqué que le jeune Ptolémée était influençable, et la seule chose qui les empêche d'agir est Cléopâtre. Mais ils ne comptent pas louper cette occasion de reprendre le contrôle de l'Égypte et de chasser l'envahisseur romain. Cléopâtre voit venir la guerre civile, mais n'a pas d'autre choix que de fuir en Orient. Mais bien que sa situation paraisse désespérée, une autre guerre civile va bientôt rabattre les cartes. Loin de l'Égypte, César, victorieux après la guerre des Gaules, reçoit un Senatus Consultae, lui demandant de quitter son armée et de revenir à Rome. Cette requête est bien sûr influencée par Pompée, qui essaye d'éliminer son plus grand rival. César, refusant catégoriquement, démarre alors un duel sous haute tension entre lui et le Sénat. Sénat qui se tourne vers un homme fort, Pompée, chargé de sauver la République romaine. Manœuvrant habilement, Pompée obtient les pleins pouvoirs de Rome après avoir fait taire les dissensions au Sénat. Il est désormais prêt à forcer César à revenir dans le rang. Et alors que l'histoire s'écrit, César arrive devant un petit cours d'eau du nord de l'Italie. Se retournant vers ses légions, il prononce la phrase « Alea jacta est ». Les dés en sont jetés, le 11 janvier en 49 avant Jésus-Christ. César franchit alors le Rubicon et c'est le début d'une nouvelle guerre civile à Rome. Du second triumvirat, après la mort de Crassus au combat, qui de César ou Pompée prendra le pouvoir à Rome et qui, entre Cléopâtre et Ptolémée, dirigera l'Égypte. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Il a pris pas mal de temps à faire, donc n'hésitez pas à donner votre avis, à dire en commentaire ce que vous en pensez, à mettre des j'aime pour soutenir, ou même à vous abonner si vous attendez la suite. Je tiens aussi à dire que ce qui m'a motivé à faire une vidéo beaucoup plus longue et à essayer de pousser plus loin la qualité des vidéos, c'est le fait que vous n'arrêtez pas de faire péter le nombre d'abonnés. Et franchement, je vous dis un grand merci. Car grâce à vous, on est déjà presque aux 500 abonnés, c'est énorme. Je m'y attendais pas et je tiens absolument à vous remercier. Et il y a des gros projets qui arrivent pour vous remercier encore plus et vous motiver tous les jours avec votre soutien. Donc je vous remercie, vous êtes les premiers acteurs de cette chaîne. Donc s'il y avait personne pour regarder, ça serait beaucoup moins motivant. Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bientôt encore d'autres gros projets qui arriveront sur la chaîne. Aussi, avant que vous ne partiez, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur le héros belge qui a mitraillé le QG de la Gestapo à Bruxelles, car c'est un fait d'armes quand même assez insolite. Et aussi, je ne peux que vous recommander d'aller voir la playlist sur les Cléopâtres que j'ai créée récemment pour vous permettre de pouvoir suivre les Cléopâtres de 1 à 5. Ça peut forcément vous aider à un peu mieux comprendre l'Égypte ptolémaïque, car ici, je me doute bien que c'est fort résumé, car on ne peut pas s'attarder sur absolument tous les éléments. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir même la vidéo concernant toutes les Cléopâtres qui ont précédé Cléopâtre 7. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne où je vous souhaite une bonne poursuite sur YouTube. Et je le redis, portez-vous bien et à bientôt.